On refait le Mac, le podcast chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com, le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, une émission exceptionnelle en marge de l'anniversaire, le 30e anniversaire du Macintosh. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Numéro exceptionnel d'On refait le Mac cette semaine à l'occasion du 30e anniversaire du Macintosh. Gros plan sur la genèse de l'ordinateur fétiche de Steve Jobs. La fine équipe d'On refait le Mac vous propose de revivre les coulisses de son lancement, de découvrir les modèles les plus mythiques qui ont marqué le milieu des années 80. Et pour nous en parler, un témoin privilégié et exceptionnel, Jean-Louis Gasset, le fondateur d'Apple France, ancien vice-président d'Apple, qui a pris les rênes de la division Macintosh à Cupertino après le départ de Steve Jobs en 1985, nous ouvre son livre de souvenirs. Et pour fêter l'événement, notre partenaire WD vous offre des disques durs MyCloud d'une capacité de 2 Tera en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de la seconde partie de cette émission. On refait le Mac, épisode 155, les 30 ans du Mac, première partie. En Belgique, retrouvez On refait le Mac exclusivement sur Belgium iPhone à l'adresse belgium-iphone.lesoir.be, le premier site d'actualité iPhone-iPad en Belgique. Et désormais, retrouvez On refait le Mac au Québec exclusivement sur le site de Mac Québec à l'adresse macquebec.com, la communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. Avec comme invité cette semaine ici en plateau, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. C'est terrible, moi je suis plus dans mon placard, j'ai perdu tous mes repères, il y a des lumières comme au travail, enfin c'est terrible quoi. Tu aurais imaginé toi il y a quelques années qu'on refait le Mac, on le ferait ici dans un vrai studio de télévision. Il manquerait plus qu'on soit payé. Bah tiens, ça viendra un jour. Merci aux équipes de Victor Image de nous accueillir ce soir dans leur magnifique studio. Autre invité, une nouvelle tête dans On refait le Mac. Il s'agit de Paul Rony de l'association mo5.com. Bonjour Paul. Bonjour Olivier. Alors, est-ce que tu peux nous présenter l'association mo5 ? Alors mo5.com est une association qui a pour but la préservation du patrimoine informatique mondial, avec comme donc but ultime d'ouvrir un musée où sont exposés donc tout ce qui a été fait en informatique personnelle et en jeux vidéo depuis le milieu des années 70. Bien, donc tu es un petit peu ce soir notre anthropologue du Mac, tu nous as apporté plein de jolies machines pour décorer ce studio, merci à toi. Et puis surtout, tu vas apporter un éclairage chaque fois qu'on parlera d'une machine qui a marqué l'histoire d'Apple. Autre invité, autre historique dont on refait le Mac en duplex depuis Paris, elle n'est pas très loin. Il s'agit de Fanny Bouton, notre vigie du web. Bonjour Fanny. Bonjour, tu vas bien Olivier ? Ça va bien, ça va bien. Alors Fanny, vous le savez, c'est notre vigie du web, c'est elle qui va scruter vos questions sur le Twitter dont on fait le Mac avec le hashtag ORLM et qui interviendra tout au long de cette émission pour interroger les différents intervenants et parler donc du 30e anniversaire du Macintosh. Autre historique dont on refait le Mac, il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, et aujourd'hui pour les 30 ans du Mac, je retire mon filtre. Non, c'est pas vrai. Bien. Bien, ça va te rappeler plein de souvenirs cette émission, crois-moi Monsieur X. Autre historique dont on fait le Mac, Rodrigo Sepulveda, chose toujours fâché avec son coiffeur. Bonjour Rodrigo. Mais je te zute mon ami. Mon coiffeur est très sympathique, elle s'appelle Frédéric. Et elle m'appelle de temps en temps pour prendre de mes nouvelles. Mais c'est vrai que je suis pas allé me couper les cheveux depuis, ça y est, 12 mois. Et donc sur Twitter, il y a la première question de la soirée, c'est mais quand est-ce qu'elle sort de prison ? Bien, et l'invité d'honneur ce soir dans On refait le Mac, c'est une personnalité importante dans l'histoire d'Apple. Il s'agit de Jean-Louis Gasset. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, bonjour. Jean-Louis Gasset est, entre autres, le fondateur d'Apple
en France. C'est lui qui a ouvert Apple France et puis il a été, au fil de sa carrière, le vice-président d'Apple. C'est lui qui a dirigé la recherche et développement du Macintosh. C'est lui qui a pris la succession de Steve Jobs au milieu des années 80. Vous m'arrêtez, Jean-Louis, si je dis des bêtises, lorsque Steve Jobs a été écarté d'Apple, ou plutôt lorsqu'il a démissionné. C'est bien ça, Jean-Louis? On peut dire ça. On peut dire ça. Oh, la culture du secret persiste presque 30 ans après. On ne saura rien. Non, mais on va parler de l'actualité Si, on a une de Jean-Louis Gasset tout au long de cette émission parce qu'il a créé d'autres sociétés qui ont aussi un rapport avec Apple, notamment BOS, mais n'allons pas trop vite. Avant d'entamer et avant d'ouvrir notre livre de souvenirs ce soir sur les belles années du Macintosh, quelques mots avec vous, Jean-Louis, si vous êtes d'accord, pour nous rappeler un petit peu la création d'Apple France. C'était une sacrée aventure, j'imagine, au début des années 80 que d'ouvrir Apple à Paris et dans la région parisienne. Il y a énormément d'anecdotes très, très amusantes parce qu'il a fallu lutter contre la direction du Trésor qui ne voulait pas qu'Apple s'implante en France parce qu'il y avait des marques comme Thomson avec le TO7, comme Goupil, comme Léonore, comme R2E. Et donc il fallait protéger l'industrie française. Et donc, pour faire le tour de l'obstacle, j'ai fondé une société avec un capital de 20 000 francs, entièrement versé, de SARL, qui s'appelait Cédrin, c'est-à-dire les dernières lettres de mon patronyme, S-E-E, et DRIN de la rue Émile Landrin où j'habitais à Boulogne à l'époque. Et on a commencé comme ça avant d'avoir l'agrément complet du Trésor qui se faisait prier. Ça a été assez amusant, mais en fait la chose la plus sympathique qui me soit arrivée, c'est quand j'ai signé mon contrat d'embauche le 12 décembre 80, c'est-à-dire le jour de l'introduction en bourse d'Apple. Vous avez bien choisi votre date. Hein. Je pensais à deux personnes. Je me suis dit, si j'embauche ces deux types-là, je suis sauvé. Je les ai embauchés. Il s'agissait de Michel Delon et de Gilles Mouchonnet, respectivement directeur de la logistique et directeur financier. J'ai trouvé un très bon directeur commercial, un ancien d'IBM, Jean Calmont. Et à partir de ça, avec une très bonne équipe, ça a été extrêmement facile. Comment s'est passé l'entretien d'embauche? Qui vous a fait passer l'entretien d'embauche à l'époque? C'était les fondateurs d'Apple que vous aviez rencontrés à l'époque? Non, c'est que je déjeunais régulièrement avec un analyste financier de ce qui s'appelle maintenant Gartner Group, c'était Gideon Gartner à l'époque, un Israélien fou du nom de Aaron Orlansky. Et il me remercie pour des choses que je lui avais expliquées, parce que je lui expliquais les communiqués de presse d'IBM. Je décodais la langue de bois d'IBM pour lui à l'époque. Et il me dit, tiens, si tu veux, je peux t'avoir des actions d'Apple dans l'IPO. Je dis, non, moi je ne spécule pas à la bourse. Je suis ancien pauvre. Il y a nouveau riche, ancien pauvre. Moi, je suis ancien pauvre. Et donc, non. Et il me dit, mais d'ailleurs, il cherche quelqu'un pour démarrer Apple en France. Je dis, c'est moi. Mais il me dit, comment ça toi, tu travailles dans une très belle société qui s'appelait Exxon Office Systems à l'époque, où Exxon avait le fantasme de l'informatique, hypnotisé par les conseillers du Boston Consulting Group qui leur avaient dit, écoutez, l'informatique, c'est le pétrole du 21e siècle, ce qui n'est pas faux quand on voit les fortunes d'Apple, Google, Facebook et autres. Ça reste d'actualité. C'est pas faux, mais enfin, la culture d'Exxon, c'était pas ça. Et donc, je m'ennuyais chez Exxon. Il m'a présenté Aaron Orlansky au patron européen d'Apple, Tom Lawrence, qu'on appelait Lawrence d'Europe, naturellement, non pas Lawrence d'Arabie, qui était un personnage extrêmement fantasque. Jean-Louis, vous avez fait des merveilles à la tête d'Apple France. Très rapidement, le marché français est devenu un marché privilégié, une sorte de locomotive des ventes du Mac et de l'Apple en général
en Europe. Comment expliquer ce phénomène? Pourquoi la France s'est tout de suite positionnée comme étant la tête de gondole, le premier pays où Apple vendait le plus après les États-Unis? Sérieusement, c'est d'une banalité, mais j'avais une vraiment très très bonne équipe. Ce qui m'a permis d'avoir une stratégie extrêmement agile sur la distribution, de très bien traiter les revendeurs, tous sur le même pied. Et Apple m'a vraiment laissé les mains libres à l'époque. Je ne pourrais plus faire ce que j'ai pu faire chez Apple, des programmes qui étaient assez différents parce que je n'avais pas un respect extraordinaire pour le marketing d'Apple aux États-Unis. Je pense qu'ils étaient trop peureux, qu'il ne fallait pas avoir peur d'IBM, qu'il ne fallait pas avoir peur des difficultés du Macintosh, qu'il ne fallait pas avoir peur des ennuis de l'Apple III, qu'il fallait être honnête en disant bah oui, on a des ennuis, on va vous remplacer vos produits. On a fait un très très bon service aux revendeurs et c'est ça qui a fait la différence. On était payés, nos clients nous payaient plus vite que les clients américains ne payaient Apple, ce qui est complètement contre-intuitif. Donc on nous considérait comme des martiens. Et je me souviens, les dirigeants d'Apple venaient visiter Apple France comme une sorte d'endroit un peu rare parce qu'on ne pleurnichait pas, les affaires marchaient bien, on avait un très bon rapport avec les médias, avec la distribution, avec les clients. C'était assez sympathique. C'était assez facile. Ouais, je crois que c'est avec un grand. Vous savez, quand vous avez une très bonne équipe, les choses sont faciles. Quand il y a des problèmes, eh bien, les gens vous disent voilà le problème qu'on a, chef. Est-ce qu'on peut dépenser un peu d'argent pour rectifier le tir ou qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, les gens viennent avec des solutions, les gens vraiment capables. D'abord, ils vous dissimulent pas les problèmes déjà, et puis ensuite ils viennent avec des solutions. Donc, et c'est ça qui m'a donné une réputation qui fait qu'on m'a demandé de venir travailler aux États-Unis. Il y a un épisode sur lequel je voulais revenir qui était celui du plan informatique pour tous, qui aurait pu être une opportunité extraordinaire pour Apple. Il faut se souvenir, on est au début des années 80, l'État français a décidé d'informatiser toutes ses écoles. Alors évidemment, vous l'aviez dit au début, vous aviez face à vous des pépites de l'informatique personnelle à la française. Finalement, ce n'est pas Apple qui a emporté le marché, c'est Thomson avec ses MO5 et ses TO7 qui ont assez rapidement pris la poussière dans les placards. C'était une véritable opportunité perdue pour vous ? Non, pas du tout, au contraire. Parce que si vous voulez, pour les affaires, c'est quand même, il faut quand même arriver à faire des bénéfices. Et le TO7, Goupil et ces autres entreprises qui avaient des produits, pour certains, tout à fait respectables, avaient du mal à mettre en place toute la chaîne. Quand j'ai entendu François Mitterrand le 31 décembre 1981, dans ses vœux, parler de l'importance de l'informatique, je me suis dit, mais j'allais dire c'est Noël, mais pour nous c'était Noël parce que Apple, à mon avis, représentait, enfin, ça s'est confirmé, représentait l'informatique vraiment personnel. Alors je vous propose qu'on ouvre ensemble notre livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, on n'a pas été, je le cherchais très loin. Regardez ce magnifique hors-série réalisé par toute la rédaction du magazine iCreate. Je vous invite à le consulter. C'est un ouvrage collecteur, il n'y en aura pas pour tout le monde. Les 30 ans du Mac en kiosque par iCreate. Et puis je vous rappelle que nous avons un annonceur cette semaine dans cette émission et qu'il vous offre un magnifique disque dur WD MyCloud, que dis-je, mais 2 disques durs de 2 Tera, en répondant à la question qui vous sera posée. Non, il n'y en a plus qu'un. En fin d'émission. Mais tout d'abord, on va commencer par la genèse du Mac. Alors Paul, pour beaucoup de gens, la division Macintosh, la Macintosh est intimement liée à la personnalité de Steve Jobs. En fait, c'est pas lui qui est à l'origine du projet. Eh ben non, le Macintosh c'est un produit assez ancien en fait qui a été mis en chantier chez Apple très tôt, lorsqu'Apple a commencé à s'inquiéter de ce qu'allait devenir l'Apple II et de ce qu'allaient devenir ses bénéfices lorsque l'Apple II aurait perdu un petit peu de son aura. Et le fondateur du projet c'est Jeff Raskin. Il fait partie des tout premiers employés d'Apple. Son projet était quand même très différent du projet final qu'on connaissait autour du Macintosh. Lui, son créneau, c'était de faire un ordinateur à moins de 1 000 $. On était loin de cet esprit-là avec le Macintosh de Steve Jobs, Jean-Louis.
il ne faut pas confondre l'idée de départ d'un produit avec le produit qui est sorti quelque chose comme 3 ou 4 ans plus tard. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Macintosh est sorti beaucoup plus tard que prévu. Quand je suis rentré chez Apple, toujours en signant mon contrat d'embauche, on me disait, tu vas voir, il y a un produit magique qui va sortir, c'est le Macintosh. Et ça a pris un certain temps. Et à l'intérieur, il y a eu de très grosses dissensions qui ont d'ailleurs conduit au départ de Steve Jobs sur la façon dont le projet a été conduit. Mais l'idée originale de Jeff Rashkin, c'était un produit avec un écran avec des caractères, et non pas une bitmap. Hein. Pas d'interface graphique. C'était un produit comme les vieilles interfaces de CC-Mail ou de All-in-One. Alors évidemment, je marque mon âge. J'ai commencé dans l'informatique en 68, et j'ai pas encore l'Alzheimer, donc je me souviens de tous ces produits. C'était on tapait sur un clavier et 2 caractères permettaient de tout faire, comme par exemple FO, File, Open, FS, File, Store, etc. Et ça, c'était l'approche ancienne de l'informatique, dans laquelle les ordinateurs avaient un écran 24 lignes de 80 caractères, ou dans le cas de l'Apple II plus tard, 24 lignes de 40 caractères pour les premières machines. Et Steve Jobs s'est emparé de ce produit, en a fait quelque chose de complètement différent. Moi, j'ai rencontré Jeff Rashkin quand je suis venu ici. Il était très amer parce qu'il a été dépossédé de son produit. Et il a essayé, pas loin de mon bureau, je pourrais presque de ma fenêtre voir la fenêtre de son bureau, la porte de son bureau dans la rue University Avenue. Il a lancé, j'ai oublié le nom de son produit, mais il a lancé un produit comme ça après que le Macintosh soit sorti, parce qu'il a dit il disait ce que les gens veulent, c'est des commandes à 2 doigts, parce que c'est beaucoup plus simple. Le Macintosh est beaucoup trop... Il était contre l'interface utilisateur du Macintosh. Paul, effectivement, à l'époque, Raskin s'en va d'Apple, il va chez Canon pour lancer son propre ordinateur. Oui, et il va continuer ses recherches parce que Raskin était d'abord un chercheur en interface homme-machine. Il a publié énormément de bouquins là-dessus. Et il a sorti plus tard le Canon 4, qui est un ordinateur dont le fonctionnement est assez simple. Il y a un écran donc assez petit, en caractère, un clavier et 2 touches, des touches rouges, voilà, les 2 touches LIP, qui permettent de faire des actions sur le document. En fait, c'est un traitement de texte électronique très avancé. Donc il n'y avait pas d'interface graphique, pas de souris. Non. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez minimaliste. En termes d'approche grand public, ce qui explique certainement qu'il n'ait pas eu un très grand succès, cet ordinateur. La seule chose que Raskin aurait pu concéder au Macintosh au niveau d'une interface graphique, on le sait parce qu'il y a des plans très anciens de 81, ou un joystick. Il avait à un moment envisagé de mettre un joystick à droite du clavier et il était contre dans le principe. Alors Jean-Louis, vous disiez il y a un instant effectivement que lorsque vous êtes arrivé au sein d'Apple, on vous avait dit qu'il y avait des choses formidables en préparation, notamment le Macintosh. Si Steve Jobs s'est apparu avec une telle férocité du projet Macintosh, c'est qu'il a été aussi écarté d'un autre projet qui était le projet Lisa, qui je crois à l'époque avait les faveurs d'Apple, qui n'était pas très éloigné en termes de philosophie du Macintosh, Jean-Louis, à l'époque. Disons que Steve Jobs était Steve Jobs, c'est-à-dire impossible. C'est-à-dire... Non mais sérieux, quand il lisait la biographie, parlait aux gens qui l'ont connu, c'est un génie que je regrette, il me manque beaucoup personnellement, je lui dois beaucoup, énormément, et en même temps je pense qu'il faut savoir que c'était quelqu'un qui était, comment on dit en français, caract, mais qui était impossible. Il s'est fait éjecter du projet Lisa parce qu'il emmerdait tout le monde. C'est pour ça qu'il a fondé le projet Macintosh avec une équipe plus petite. Le projet Macintosh, pour lui, c'est une revanche à prendre sur l'équipe Lisa. Et c'est pour cela qu'il y a un tel esprit de compétition au sein d'Apple, parce que Steve Jobs veut prendre une revanche sur son éviction et le Lisa, c'est bien cela ? Je pense que c'était tout simplement qu'il avait toujours cette vue que les autres étaient... les gens qui n'étaient pas avec lui étaient contre lui. Il avait une vue très dichotomique, mais je veux dire, quand on veut arriver à quelque chose, il ne faut pas être normal.
Oui, c'est une bonne définition. Vous parliez en préambule tout à l'heure que le Lisa avait été beaucoup inspiré par les travaux de Xerox au Xerox PARC. On sait que Steve Jobs, lorsqu'il a visité le Xerox PARC, ça a été vraiment impressionné. C'est là qu'il a découvert la première interface graphique et la première souris. Et donc, quelque part, c'est ce qui a inspiré le Macintosh. Il n'a pas inventé l'interface graphique. Et la souris, est-ce que pour vous, le fait d'avoir fait le Macintosh de la part d'un Steve Jobs ou d'Apple en général, c'est du plagiat de Xerox et un vol manifeste? Je veux dire, Apple n'a jamais rien inventé. Non, 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 non. Non, non, c'est pas du vol. Il y a deux choses. Il y a le côté juridique où si on s'approprie une invention de quelqu'un, il y a des lois pour ça. Et il y a des accords de licence et Apple a signé une licence avec Xerox. Donc, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de vol. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à mettre ensemble les ingrédients de quelque chose qui tient debout. Regardez, bien des années après l'iPad, les gens disent Apple n'a pas inventé la tablette. Ouais. Apple n'a pas inventé le baladeur MP3. Enfin bon, Apple n'a pas inventé le smartphone. Ce qui compte, c'est comment vous prenez des ingrédients qui existent plus ou moins dans la nature, que vous ajoutiez ou pas votre sauce à vous, mais que vous fassiez quelque chose qui tienne debout et qui soit utilisable par des gens normaux. Oui. Fanny, on a peut-être une question Twitter. Alors, une des questions, c'est justement sur 30 ans, quel a été votre Mac préféré à chacun? Pendant longtemps, mon Mac préféré, ça a été le Mac 2 FX. C'était un peu... Pendant longtemps, ça a été le Mac 2 FX, qui était une machine ultra rapide. Et puis maintenant, c'est la machine que j'utilise le plus, c'est le MacBook Pro Retina, etc. Qui est surtout la dernière édition avec un meilleur processeur, qui chauffe moins, qui ventile moins, qui marche très très bien. C'est une très belle machine. Mais j'aime bien aussi le MacBook Air. J'ai un tout petit MacBook Air 11 pouces. Cédric, ta machine préférée? Ce serait peut-être la première que j'ai achetée en fait, qui était le premier iMac G4. Tu parles bien de la demi-sphère, celui avec l'écran qui bouge dans tous les sens. Non, le suivant. Ah non, c'est un G5, pardon. Oui, non, c'est pas le Flower Power là. Non, ça je souscrivais pas. Je trouvais ça un petit peu curieux. C'était très joli. Hein. Moi, j'adorais l'axe de l'écran super, mais ça servait à rien parce que l'écran ne change pas d'axe tous les 4 matins. Paul Rony n'est pas d'accord, mais nous continuerons ce débat ailleurs. Ouais. Non, voilà, l'iMac G5 intégré dans l'écran, c'était pas la première fois. Moi, je l'avais vu faire par Toshiba en 97. Pardon ? Compact également. Compact également, mais le plus convaincant, c'était quand même Toshiba, mais qui à l'époque avait été forcé de prendre des composants de laptop pour arriver à faire ça, et ça coûtait une fortune absolue. Alors il y a un mec G5 qui n'était pas donné, mais voilà, on rentrait dans le royaume du possible. Alors on va demander la question est très difficile hein, pour Paul, parce que lui, il prend soin de toutes les Paul, il les a tous dans sa chambre, les uns à côté des autres, tous en état de marche. Presque conservateur du musée d'Apple aujourd'hui. Alors il faut en choisir une. Non, faut pas. Mais il y en a un quand même, je crois, et je crois que c'est pas mon seul favori. Enfin, je crois que c'est pas il est quand même aimé de beaucoup. C'est le PowerBook G4 12 pouces qui a laissé un très bon souvenir à énormément de gens. Une machine très compacte. Et qui n'a jamais été vraiment refait par la suite. On avait quand même tous les ports d'un vrai ordinateur complet avec un lecteur CD sur la droite et tout ça dans un espace qui est à peu près celui d'un MacBook Air 11 pouces aujourd'hui. Ouais. Merci Paul. Monsieur X, votre ordinateur préféré si on n'avait qu'un seul à retenir? C'est évidemment le Cube. Voilà, parce que moi j'ai encore des souvenirs du keynote de Steve émerveillé et puis c'est le Mac qui m'a mis dans le rouge au niveau de mon compte bancaire, quoi. Donc j'ai une petite tendresse particulière pour lui. Et puis il y en a un autre, et pourtant il était pas très fiable, mais c'est pareil, moi c'est sentimental. Ça a été mon premier Mac chez Apple, et on avait reçu un mail de Steve qui avait dit, grosso modo, tous les gens doivent avoir cette machine, enfin les gens qui sont nomades, et utiliser macOS 10 avec, c'était un ordre, et c'était le PowerBook G4 Titanium. Parce que le PowerBook G4 Titanium, à l'époque, il y avait vraiment du coup rien de comparable à la concurrence. Voilà, donc cette machine avait beaucoup de défauts, n'était pas très fiable, mais je lui garde
je lui garde vraiment une place de choix. Rodrigo. Moi, une fois comme de coutume, c'est comme les coups de cœur, je vais vous en donner 3. J'aimerais. Et non pas un. Moi, j'ai démarré dans les années 82, 83, je sais plus, de 83, avec un PC XT qui tournait à 477 MHz. Et c'était horrible, c'était très très laid ces ordinateurs, mais c'était quand même un émerveillement total pour nous de découvrir l'informatique, la micro-informatique. Et le premier Mac 128K que j'ai eu était tellement différent que je garde vraiment un côté très nostalgique et très beau. Je l'ai vu ce week-end, j'étais au musée du design à Munich, où il y a toute une pièce avec plein de Mac anciens. Et quand on le voit avec ses touches carrées, un peu robot, on voit cette souris qui est énorme comparée à celle que l'on a maintenant. J'aime beaucoup ce premier Mac 128K. Après, j'en ai eu quelques-uns au boulot, mais je me souviens du lancement, effectivement, comme Cédric, de l'écran plat, de l'iMac G5. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de revenir, après de passer pas mal d'années dans le monde PC, j'ai envie de revenir au Mac. Et celui-là, j'ai trouvé super. Mais si je dois en retenir qu'un seul, moi, c'est mon MacBook Air aujourd'hui qui me satisfait pleinement. Il est léger, il est performant, il me sert à travailler. Et je trouve que c'est une machine extrêmement bien réussie. Bon, je vais vous donner les miens aussi quand même. Moi, c'était le Macintosh Performa 6200 parce que c'était le premier que j'ai eu à la fac en 95 pour faire du Photoshop 2. Et à l'époque, quand je lançais un flou gaussien, j'avais 40 minutes d'attente. Donc c'était des grands moments d'attente et de bonheur que j'avais sur ces Macs. Mais c'était aussi le début de l'infographie quand même. Et puis, entre les deux, j'ai eu toute ma période PC parce que j'aimais bien pouvoir bricoler mes trucs et parce que c'était beaucoup trop cher les Macs. Et donc maintenant, par contre, c'est mon MacBook Air. Je n'arrive toujours pas à revenir à un PC et c'est clairement, ça fait 3 ans que Macintosh et que Apple m'a récupéré grâce à ce fabuleux produit. Et Olivier, on n'a pas eu ton avis. Si ça vous intéresse, moi tout simplement, ça restera toujours le Power Mac Cube, le petit G4 qui ressemble à un petit seau de cristal. Voilà, ça c'est une machine qui... Le Mac de hipster. Le Mac de hipster que je garderai toujours et que je garde toujours, qui fonctionne toujours à la rédaction. Daicriette, alors quelle a été votre première réaction, Jean-Louis, lorsque vous avez vu la première fois je ne sais pas si vous avez vu un prototype ou si vous l'avez vu en version finale. Steve Jobs a beaucoup travaillé le design pour sortir effectivement des sentiers battus et en faire une machine véritablement grand public. On peut dire que le Mac était la première machine conçue pour le grand public plus que pour les geeks. Moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est que quelque chose comme 2 ans avant la sortie du Mac, Steve Jobs m'a demandé de lui envoyer un Minitel d'Apple France. Donc je lui ai envoyé un Minitel. Et puis quand en 84, on est venu essayer de vendre une licence de fabrication du Mac à l'industrie française, parce que le Mac avait du mal à démarrer, donc il fallait se battre. Donc on voit les gens de France Télécom qui sont horrifiés en réalisant que le dessus et l'arrière du Mac avec la poignée, c'était exactement comme le Minitel. Mais exactement comme le Minitel de l'époque. Et donc ils étaient un petit peu indignés de l'hommage rendu par... L'autre machine qui a beaucoup inspiré Apple, semble-t-il, si on lit les blogs spécialisés de l'époque, c'était effectivement une machine tout intégrée également, une console de jeux vidéo, Paul, c'était la Vectrex. It's your own personal arcade. A high-performance system with a built-in game plus a whole collection of arcade cartridges like Scramble. Et la Vectrex de 1982, produite par MB. Milton Bradley, ça n'arrive pas. Et qui était d'ailleurs une console assez marrante. C'était la première console à avoir une espèce de... c'était un affichage vectoriel en fait. Il n'y avait pas de bitmap du tout. Et c'est vrai qu'elle ressemble clairement à un Macintosh 128K en noir. Ouais, regardez. Et on se demande si si les employés d'Apple n'en ont pas croisé quelques-unes. Avec l'écran qui est à la verticale alors que le Mac simplement à l'horizontale. Ouais. C'est vrai que aussi l'inspiration, c'est un beau mix entre le Minitel, comme l'a indiqué Jean-Louis, et la console Vectrex. Cette volonté de tout intégrer, c'est une volonté de simplifier, mais par contre,
une particularité forte, Jean-Louis, c'est que cette machine, elle était totalement fermée, alors qu'à l'époque, la plupart des machines du marché offrent une capacité d'extension assez importante. Ce n'est pas le cas du Mac. Non, et je me souviens de querelles très dures 1 an avant la sortie du Mac sur la capacité de mémoire. Steve Jobs voulait quelque chose de très compact. Steve Jobs voulait 64K et on lui disait tous mais ça ne marchera jamais. Steve avait cette obsession de contrôle total sur les choses qui a fait son succès en fin de compte. Quand on voyait les boutiques Apple, quand on voyait un iMac, quand on voyait un MacBook Air, quand on voyait un iPad, tout ça c'est extrêmement intégré. Mais à l'époque, le Mac souffrait quand même beaucoup par exemple, de ne pas avoir de disque dur, de ne pas avoir de couleur. Il faut se souvenir que quand le Mac est sorti en 84, en face, il y avait le PC AT, même pas le PC XT qui était sorti en 83, le PC AT de 84. Il y avait donc un PC avec un disque dur, un écran couleur, des logements pour rajouter des cartes d'interface, par exemple pour les télécommunications, pour la connexion réseau, etc. Et surtout, la killer app de l'époque, Lotus 1, 2, 3. Il faut se souvenir qu'il y a 30 ans, Lotus 1, 2, 3, c'était le premier logiciel vraiment intégré, comme on disait, avec le nom d'IBM pour l'entreprise et les capacités du PCA et Lotus 1, 2, 3, c'était à l'époque très dur pour le Mac. Malgré ses qualités qu'on connaissait tous, nous, de l'intérieur, on voyait très bien le concept, l'élégance de l'interface graphique du Mac, l'écran avec des pixels carrés très, très bien définis. C'était avec le fait que c'était une interface WYSIWYG, comme on dit, c'est-à-dire what you see is what you get. C'était vraiment extraordinaire. La souris avec un seul bouton, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais d'un autre côté, la manie de Jobs à tout contrôler faisait que, par exemple, il ne voulait pas qu'il y ait de touche de curseur. Le Mac n'avait pas de touche de curseur. Pour forcer les gens à utiliser la souris. On a rajouté ça en Mac+, mais le premier Mac n'avait pas de touche de curseur. Alors je vous propose, Jean-Louis, vous parliez du lancement du Macintosh, je vous propose de revenir le 26 janvier 1984. Apple présente, Steve Jobs présente le premier Macintosh, séquence émotion. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. Talking about Macintosh recently, but today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Unaccustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a action I thought of the first time I made an IBM mainframe. Never trust a computer you can't read. Obviously I can talk, but right now I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs.
Alors vous le disiez Jean-Louis, on a vu l'effet que ça a fait sur le public, le lancement du Mac. Je ne sais pas si vous étiez dans la salle à l'époque d'ailleurs. L'interface graphique, la souris, c'était très novateur à l'époque. Mais il y avait quand même un énorme risque qu'a pris Apple à l'époque avec cette machine, et Steve Jobs en particulier. Cette machine était à la fois incompatible avec l'Apple II et incompatible avec le Lisa. Moi, à l'époque, ça ne me dérangeait pas. Si vous voulez, je me souviens, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je m'occupais des produits d'Apple en France, je partais du principe qu'il fallait toujours mettre en avant les inconvénients s'il y en avait, et pour ne pas être poussé dans les cordes par les gens qui me disent oui mais, il faut immédiatement dire voilà, il y a telle et telle limite, et regarder ce que vous pouvez faire comme effet de ces limites, c'est-à-dire de ne pas être tiré en arrière par la compatibilité avec un produit. L'Apple II, moi j'adorais l'Apple II, j'ai d'ailleurs un Apple I à la maison. J'en avais deux, j'en ai donné un au Computer Museum, et si un jour je veux m'acheter une McLaren, de vendre mon... Ça m'a passé, hein, Mais vous avez un boîtier qui va avec, ou vous avez juste la carte mère de l'Apple I? J'ai la carte mère. C'est ça, et puis vous avez fait un boîtier en bois à l'époque, non? Non, moi j'ai juste la carte mère. J'avais acheté 2 cartes mères comme ça quand j'étais patron des produits chez Apple. Il y a des gens qui me proposaient des Apple I, j'en ai acheté 2. Enfin bon, moi ça ne me gênait pas parce que je voyais la puissance du concept, tout en voyant les limites de l'exécution, mais je voyais la puissance du concept. N'oubliez pas que le Macintosh avait, dans ses ROM, il y avait une interface de réseau, AppleTalk, et il y avait le driver pour l'imprimante laser. C'est arrivé un petit peu après. Il faudrait quand même le dire, elle est sortie en 85, l'imprimante laser, mais elle était déjà en germe et était visible à l'intérieur d'Apple, donc on était tous... on savait que dans des applications comme ce qu'on appelle le desktop publishing, la PAO, pour parler français, le Macintosh était complètement imbattable et en avance de beaucoup d'années sur sa concurrence. Et donc, personnellement, moi, j'ai fait la promotion du Macintosh en disant, voilà, il y a les applications de créativité pour lesquelles cette machine-là est imbattable. Maintenant, si vous voulez faire Lotus 1, 2, 3, eh ben, on n'a pas. Voilà. Paul, effectivement, à l'époque, ce qui est la valeur ajoutée du Mac, au-delà, on va revenir sur ses forces, sur ses faiblesses, mais en 2 mots, l'imprimante laser, la PAO, c'est devenu le marché de niche, le marché privilégié d'Apple à l'époque. Ah oui, clairement, oui. Alors, ça a pris un tout petit peu de temps parce que le Mac 128K a quand même cette grosse limitation qui était la mémoire. Et Burrell Smith, Andy Hertzfeld et Bill Atkinson s'étaient déjà battus avec Steve Jobs pour avoir un peu plus d'espace dans la ROM et un peu plus de RAM. Et il a vraiment fallu attendre le Mac 512 et je dirais même le Mac Plus. Qui est arrivé quelques mois plus tard, le 512. Et le Mac Plus un an plus tard. 2 ans après le Mac original, pour pouvoir vraiment exploiter à fond les capacités de PAO du Mac. On se rappelle que Atari, qui s'est aussi lancé dans la PAO avec son Mega ST, il leur a fallu non pas 1 méga, 2 mégas, mais 4 mégas dans leur Mega ST pour avoir un système vraiment stable et en plus pour couper les coûts avec l'imprimante laser. Alors même si la machine a créé un choc lorsqu'on l'a vu avec son interface graphique, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, c'est plutôt des écrans monochromes, des écrans verts avec des interfaces, des commandes qu'il fallait taper à l'écran. Il y avait une grosse pile d'un gros manuel avec 400 pages à apprendre par cœur quasiment. Et de l'autre côté, il y a une pub très connue pour ça, où Apple il y avait juste un livret pour savoir comment on l'allume et l'éteint. Donc il y avait, c'est vrai, des avantages avec le Mac, mais il y avait aussi des faiblesses. Tu l'as dit, donc la mémoire pour le premier 128. La mémoire, le fait qu'il n'y avait pas 2 lecteurs de disquettes, mais seulement 1. Donc il fallait sans cesse jongler entre les disquettes. Il fallait charger le système, mettre une application, l'éjecter, remettre le système. Enfin, c'était assez pénible, effectivement. Steve Jobs et Apple avaient dit oui, vous pouvez mettre vos documents, quelques applications et le système sur une seule disquette. Très rapidement, on s'est aperçu qu'à part MacWrite, un document et le système, on ne pouvait pas faire grand-chose sur une seule disquette. Ouais.
Et puis il n'y avait pas de disque dur, mais ça à l'époque, peu d'ordinateurs avaient disque dur. Même le Lisa avait un disque dur de 5 mégas qui était obligatoire vu que ses lecteurs Twiggy étaient désastreux au niveau de la fiabilité. Et ça faisait exploser son prix. Et le Macintosh avait aussi cette limitation des 128 kilooctets de mémoire que le Lisa n'avait pas puisqu'il avait 2 mégaoctets de mémoire, ce qui était énorme. Mais ça ne l'a pas empêché de réussir par la suite. D'un autre côté, Jean-Louis, on a cherché quelques chiffres pour connaître les chiffres de lancement, les scores de lancement du Mac à son lancement. Est-ce qu'on pourrait vraiment dire que c'était un succès, le premier Mac, les premiers mois? Ça a commencé en fanfare et ça s'est vite calmé quand même à l'époque, Jean-Louis. Les capacités de promoteur de Steve Jobs, son charisme, et puis je dirais le charisme du produit. Le produit avait un charisme. Il y avait ces limitations dont on vient de parler qui sont complètement... ce que vous avez dit est complètement exact et pertinent. Mais il y avait le charisme du produit, le charisme du cofondateur d'Apple. Et puis il y a eu les réalités qui sont venues... Et il y a vraiment des très grosses différences entre le marché américain et ce qu'on a vécu nous en France. C'est que, comme, je ne sais pas pourquoi, mais déjà aux États-Unis, l'image d'IBM était écrasante, ce qui n'était pas le cas en France. Et puis, je pense que, et j'ai eu de grosses querelles avec les Américains à ce sujet-là, je pense que le marketing aux États-Unis était trop peureux. Enfin, ça, voilà, c'est comme ça. Mais ça a été une grosse déception, et c'est ce qui a fini par faire partir Steve Jobs, parce qu'il avait fait des promesses, il avait tenu des propos, il avait traité tous ceux qui montraient du doigt les défauts du produit comme des abrutis qui ne comprenaient rien. Finalement, politiquement, il a payé le prix. Ce qui est d'ailleurs la meilleure chose qui soit arrivée à Steve Jobs et à Apple, la meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est qu'il se fasse virer, parce qu'il n'avait connu qu'Apple. Il ne voyait le monde qu'au travers d'Apple. Il s'est fait mettre dehors, il a fondé Pixar, qui a été un magnifique succès. Il a fondé Next, qui a été techniquement un succès et commercialement, ça ne marchait pas. Mais grâce à Next, il est rentré à l'intérieur d'Apple et il a utilisé la technologie de Next pour faire le plus extraordinaire renversement de situation que le monde de l'informatique ait jamais connu. Et si aujourd'hui on a un Mac très agréable, c'est grâce à Next. Vous disiez qu'Apple a racheté Next et ça a permis un revirement de situation extraordinaire et à Steve Jobs de revenir, mais vous étiez en concurrence à l'époque avec Steve Jobs, parce qu'entre-temps, vous étiez parti d'Apple et vous aviez fondé BIOS, c'est bien cela? Les débuts de BIOS, c'était une machine avec 2 processeurs de chez RTT, plus 3 DSP, un pour les télécommunications, un pour la vidéo, un pour le son, enfin pour la musique surtout. Et donc, ATT a arrêté de faire des microprocesseurs, ce qui a failli nous faire fermer l'entreprise, mais enfin on s'est repris, on a utilisé le PowerPC, on a fait une machine à 2 processeurs et on s'est aperçu que le logiciel de BI marchait très bien sur un Mac. Et donc il y a eu des conversations à l'époque, puisque le logiciel du Mac avait mal vieilli. Et il y avait une possibilité pour Apple d'acheter BI pour utiliser le logiciel de BI, pour BIOS donc, pour en quelque sorte rajeunir le Mac. L'autre possibilité, ça a été d'acheter Next et surtout de faire revenir le cofondateur dans l'entreprise. Donc c'est le choix qui a été fait. Alors dire que ça m'a fait plaisir à l'époque, c'est certainement pas le cas, mais on a continué, on a mis l'entreprise au Nasdaq 2 ans plus tard. Donc c'est assez... on a quand même continué, mais heureusement qu'Apple a fait revenir Jobs, parce que il y avait que quelqu'un, on l'a vu, il y a que quelqu'un, il y en a qu'un. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qu'un comme lui. Il n'empêche, je me souviens qu'à l'époque, Jean-Louis, dans les articles... J'en parle souvent au présent parce que il est présent, mais pour moi, c'était vraiment un génie.
comme on n'en a jamais vu. À l'époque, si on reprend les articles de presse de l'époque, alors je ne sais pas s'ils étaient vrais, vous étiez présenté comme le favori d'Apple pour être repris. C'était vraiment le cas? Vous étiez vraiment en négociation étroite avec, à l'époque, Gilles Amelio qui dirigeait Apple? Il devait prendre ce qui servait les intérêts d'Apple. Et quand il m'a dit qu'il préférait faire revenir Steve, moi ça m'a pas choqué. J'aurais préféré, à l'époque j'aurais préféré vendre Bee à Apple, mais en même temps j'étais extrêmement réticent parce que je n'avais pas envie d'être dans une grande structure. Je n'aimais plus les grandes structures. Enfin, ça, c'est pas le problème. Il y avait 2 négociations et Gilles Amelio a pris la bonne décision. Pourtant, il y avait des avantages pour Apple de reprendre BeOS plutôt que Next, tout simplement parce que BeOS tournait nativement sur un Macintosh, alors que Next tournait sur PC. Alors, oui, mais ça, c'est à moitié vrai. Parce que je connais bien un certain nombre de gens qui sont venus de chez Next pour aller chez Apple, dont certains sont partis d'Apple maintenant. Donc, Next avait un logiciel très moderne, un peu trop parce que sur les machines actuelles c'était assez gourmand en matériel, mais enfin c'était vraiment moderne, et en particulier c'était moderne au sens de c'était assez facile à recompiler. Et dans le fait qu'il tourne sur Intel à l'époque, puisque Steve était arrivé un dimanche matin chez moi pour m'inviter au lancement de Next sur Intel, parce qu'on était voisins à Palo Alto. Et donc c'était assez facile à recompiler, de même que pour BeOS, le fait de passer d'un processeur à l'autre. Si vous voulez, les logiciels modernes sont assez faciles à passer d'un processeur à l'autre. Donc l'avantage natif de Bee, oui, c'était anecdotique, c'était pas fondamental. Ce qui a été fondamental, c'est le travail que l'équipe de Next revenue chez Apple a fait, qui est de glisser une fondation moderne sous le Macintosh. Comment on peut expliquer avec le recul aujourd'hui, Jean-Louis, qu'Apple soit arrivé à cette situation quelques années plus tard, 10 ans après le départ de Steve Jobs, dans cette impasse, avec d'un côté des machines qui avaient plus beaucoup d'inspiration en termes de design, et de l'autre un système qui n'avait pas su évoluer, et surtout Microsoft qui lui taillait des croupières avec Windows 95. Comment on est arrivé à ces situations-là concrètement? L'innovation était partie d'Apple à l'époque? Médiocrité des hommes et des femmes. On avait un dirigeant qui venait de l'eau sucrée. Oui, mais c'est bon. On parle de John Sculley, là. Je veux dire, c'est mon bienfaiteur, c'est lui qui m'a confié la remise du Mac sur les rails. Et c'est lui ensuite qui m'a viré, parce qu'il avait raison de me virer, parce que j'étais trop en désaccord avec lui. Donc c'est mon bienfaiteur, donc je peux, y compris dans le fait qu'il m'ait mis dehors. Quand il m'a viré, je lui ai prévenu qu'il allait se faire virer. Il m'a pas cru, il s'est fait virer par Max Spindler, qui lui-même s'est fait virer par Gilles Amelio, qui lui-même s'est fait virer par Steve Jobs. Ça a été une cascade. Et si vous voulez, quand vous avez autant d'instabilité à la tête d'une entreprise, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Gilles Amelio ne comprenait rien du tout. Rien du tout. C'est un très bon financier. Ça, je peux vous garantir. Et d'ailleurs, il a assaini les finances d'Apple avant le retour de Steve Jobs. Il a fait venir un très bon directeur financier que je connaissais bien, puisqu'on était tous les deux au conseil d'administration de 3Com, Fred Anderson, qui était un très très bon directeur financier. Donc, Gilles Amelio avait des qualités indéniables, mais les produits, c'était pas son truc. Or, une entreprise comme Apple, c'est une entreprise de produits. Ah bon. Jean-Louis, vous parliez de votre bienfaiteur, John Sculley. C'est lui qui vous nomme à la direction de la division Macintosh lorsque justement Steve Jobs s'en va en 1985 de mémoire. J'avais écrit 2 papiers, enfin 2 notes expliquant ce qu'il fallait faire de France, en disant voilà ce qui ne va pas avec la Macintosh et voilà ce qu'il faut faire.
Et puis finalement, elle a dit, bon, écoute, fais-le. Et voilà. Alors, quelle était D'ailleurs, ce qui était très, très drôle, c'est quand je suis arrivé, c'était assez dramatique parce que Steve Jobs venait de partir, il fallait consolider 2 divisions ennemies qui étaient la division Apple II et la division Macintosh. Et je me suis retrouvé au début avec 29 personnes me rapportant directement. Ça n'a pas duré, on a élagué. Mais je me souviens, j'arrive voir les ingénieurs du groupe Macintosh en disant, bon écoutez, voilà ce qu'il faudrait faire. Et ils me disent immédiatement oui. Et je dis, mais comment ça, oui? Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais pourquoi vous ne le faisiez pas? Ah ben Steve Jobs ne voulait pas, mais nous on savait que c'était ça qu'il fallait faire. Enfin, j'aime bien les ingénieurs, qu'est-ce que vous voulez. Donc, j'ai bien aimé les ingénieurs d'Apple, j'ai bien aimé les ingénieurs de BI, j'aime bien les ingénieurs que je vois dans les sociétés dans lesquelles on investit dans le capital risque. Qu'est-ce que vous voulez, je suis dans la Silicon Valley. Hein. Jean-Louis, alors quelle a été votre priorité lorsque vous avez pris les commandes de la division Macintosh et recherche et développement d'Apple? Qu'est-ce que vous avez corrigé sur le Mac qui vous semblait insuffisant et qui, on a vu les résultats très rapidement, les résultats se sont améliorés, les ventes se sont développées. Qu'est-ce que vous avez changé concrètement? Il y avait 2 choses, il y avait l'immédiat et le moyen terme. Et puis il y avait aussi du long terme, mais ça c'est plus compliqué. Mais pour l'immédiat, il fallait un disque dur, donc on a fait le Mac+, avec plus de mémoire, comme vous l'avez dit un peu plus tôt dans l'émission. Il fallait plus de mémoire, il fallait un disque dur, boum boum boum. On a fait l'interface SCSI et un disque dur externe et en avant. Et quand on a présenté le Mac+, tout le monde a dit ben oui. Et puis en même temps, j'ai dit il faut faire un Open Mac. Alors je me suis acheté une plaque d'immatriculation pour ma voiture qui est marquée Open Mac. Et donc c'était le cri de guerre en quelque sorte d'avoir un Mac. Alors on a décidé du bus qu'on allait utiliser, des quelques cartes qu'on allait faire nous-mêmes et de celles qu'on allait proposer aux autres, à des indépendants de faire. On a modifié Quick Draw, ce qui permet d'avoir des moniteurs multiples. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on pouvait avoir plusieurs moniteurs sur le Mac avec le Mac 2, et on pouvait passer à un objet, le tirer d'un écran à l'autre, comme ça. Et alors, donc, pour les gens qui voulaient faire de la production, de la PAO, le desktop publishing, le fait d'avoir 2 moniteurs, c'était le paradis. Parce qu'il y avait un moniteur sur lequel on travaillait, et puis il y avait un moniteur séparé où on avait le rendu du document final pendant qu'on travaillait sur le Macintosh 2, donc c'est le premier Macintosh couleur, hein, Paul, hein, donc il a marqué son temps. C'est le premier ordinateur avec Jean-Louis l'a dit, avec des capacités d'évolution, hein, des ports Nubus. C'est-à-dire qu'Apple se repositionne sur le marché du professionnel et propose véritablement de l'évolutivité. Je ne sais pas si c'est très français, mais c'est pas grave, on avance. Et surtout, essaye de rassurer les entreprises. Oui, tout à fait. Ça a été une machine qui a été très bien accueillie, à part son prix, qui était assez stratosphérique. La jeunesse du Mac 2 a été elle aussi assez longue parce qu'il y avait Armut Estinger qui venait d'être engagé avec Frog Design pour travailler avec Apple. Et il y a eu énormément de concepts qui ont été faits jusqu'à ce qu'on en arrive au Mac 2, qui a été en fait le concept qui se rapprochait, si je peux me permettre, le plus de ce que proposait IBM. C'est-à-dire des slots d'extension, une grosse boîte, et on en fait ce qu'on en veut. Oui, c'est vrai, Jean-Louis, quand on regarde le Mac 2, on est assez loin de l'ordinateur tout en un, du premier Macintosh. Comme le disait Paul, il y avait une volonté de se rapprocher des standards de l'entreprise et qui était à l'époque l'IBM PC. Non, en tout cas, c'était pas notre volonté à l'intérieur de la division. Que ça a été interprété comme ça, bon, ça c'est un fait et je ne vais pas discuter des opinions d'autrui. Chacun a son point de vue. C'était une époque où il y avait encore des transparents, si vous vous souvenez. Et donc, les writers faisaient des transparents particulièrement léchés, puisque la typographie qui était due à la collaboration entre Adobe et Apple était bien meilleure que n'importe où dans l'industrie. Et donc le comité remettait chaque fois l'achat à la prochaine réunion, parce qu'ils disaient oui, c'est bien, mais ils avaient peur que s'ils laissaient rentrer un Macintosh dans l'entreprise, les gens s'en servent pour autre chose.
Et concrètement, à l'époque, il y a une vraie volonté de monter en gamme. Hein. Il y a une citation qui est célèbre de votre part. Hein. Je vous cite « 55 or die ». C'était vraiment une volonté de faire d'Apple une marque de plus en plus premium, Jean-Louis. Apple a toujours été une marque premium. Ça a été sa vocation, ça reste sa vocation. Si vous voulez comprendre le business d'Apple, aujourd'hui, ou il y a 30 ans, c'est pas compliqué. Apple fait des ordinateurs personnels. Aujourd'hui, il y a des petits, des moyens et des grands. Les smartphones, des téléphones intelligents, mais la fonction téléphone est quand même un accessoire. C'est un petit ordinateur personnel, un moyen, la tablette, et un grand, l'iMac, le MacBook, etc. Mais Apple fait des ordinateurs personnels. C'est ça l'identité de l'entreprise, ça a toujours été ça l'identité de l'entreprise. Et tout ce qu'il y a d'autre, c'est pour soit augmenter les volumes, ou augmenter la satisfaction client, ou augmenter les profits, ou rendre plus agréable le produit. Par exemple, l'Apple TV. On nous fait tout un plat de l'Apple TV. Mais l'Apple TV, c'est un accessoire. Vous comprenez bien, quand c'est vendu 99 €, Apple ne gagne pas un rond avec ça. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien à gratter là-dedans. Hein, 72% du chiffre d'affaires d'Apple aujourd'hui vient des iPhones. Donc l'Apple TV, c'est quoi? Eh bien, c'est un accessoire. Mais c'est un accessoire qui rend un laptop, une tablette ou un iPhone plus agréable. Apple en vend beaucoup dans les entreprises, dans les salles de conférence d'entreprise. Vous avez maintenant un Apple TV parce que ça permet sans fil, soit de montrer les photos de vacances dans les réunions avec les copains ou en famille, soit de faire les présentations directement sans fil, et ça marche très bien. Mais ce n'est pas un produit qui rapporte directement de l'argent à Apple, il n'y a pas d'argent dans l'Apple TV, mais qui potentialise, pour utiliser un mot français pour les médicaments, qui potentialise le produit principal. Voilà qui remet en perspective, Jean-Louis, le fait que cette année, alors que la rumeur l'annonçait, Apple n'a pas sorti d'iPhone low cost. Et on sait que le low cost, Jean-Louis, lorsque vous êtes parti d'Apple, et c'est certainement peut-être une raison pour laquelle vous êtes parti d'Apple, car vous n'étiez peut-être pas forcément favorable à cette descente en gamme que préconisait Sculley au début des années 90, qui correspond à votre départ peut-être. Non, mais ça n'a jamais marché. Regardez tout le bruit fait autour des netbooks que Apple. Si Apple ne fait pas un netbook, Apple est foutu. Ouais. Ben, on a vu. Et puis l'iPad est arrivé. Écoutez, on ne demande pas à Audi ou à BMW de faire du low cost. Effectivement, c'est un bon exemple. Vous disiez que l'une des machines préférées qui a marqué votre histoire d'utilisateur du Macintosh, c'était le Macintosh 2 SI. Vous êtes aussi le père du Macintosh 2 SI, certainement l'une des machines les plus abouties d'Apple de ces années-là. Vous en aviez fait une présentation assez étonnante lors de la keynote. Il y avait déjà des keynotes chez Apple, bien sûr, à l'époque. Et la particularité de ces machines, parce qu'elle est très célèbre dans le cœur des aficionados historiques du Mac, c'est qu'elle se démontait intégralement, elle se remontait intégralement avec une seule vis, et vous l'aviez fait quasiment en direct sur la scène. Je crois que c'était à San Francisco ou à Los Angeles, je ne me souviens plus très bien. Oui, si vous voulez, c'était possible à l'époque, et c'est certainement pas désirable maintenant, mais l'idée, je vais vous dire, ça correspondait à un de mes vieux souvenirs. Quand j'ai commencé dans l'industrie informatique chez Hewlett-Packard en 68. Et j'allais chez les clients, et je démontais, j'étais chargé du lancement du premier desktop computer scientifique à l'époque de Hewlett-Packard, et je démontais, avec un tournevis, je leur montrais que j'avais le kit de service après-vente, et je leur montrais à quel point c'était rassurant d'avoir un produit aussi facile à entretenir finalement, parce que bon, il y a quelque chose qui ne va pas, on change le module, et puis ça va très vite. On n'a pas. Alors maintenant, c'est d'autres choses. Mais ça, je comprends très bien que si vous voulez faire un iPad Air, vous pouvez pas avoir un produit qui soit démontable vraiment
par le client. Mais à l'époque, c'était c'était sympathique. Si vous voulez, moi, je suis un gamin, donc un peu vieux maintenant. Je vais avoir 70 ans dans quelques semaines. Mais je suis resté un gamin, donc ça m'amusait et ça m'amuse toujours. C'est des Legos, hein. Ça reste des Legos pour... Alors, pour conclure cette émission, Jean-Louis, il y a J'ai une petite question Twitter, Olivier. Alors très vite, Fanny. Une petite question, c'est l'évolution du Mac et de l'iMac. Y a-t-il encore un avenir à long terme, hein, on nous demande, d'après vous, Jean-Louis? La force d'Apple a été de résister aux produits couteau suisse. D'un côté, vous avez la tablette, de l'autre côté, vous avez le laptop. Quand vous êtes assis avec un MacBook Air dans un avion et que vous pouvez composer des documents assez compliqués, faire du travail un peu complexe avec un MacBook Air, vous voyez bien que c'est pas possible avec un iPad. Et que ça va être très long avant que ça devienne possible avec l'iPad que j'aime beaucoup. Mais ce sont deux produits différents. Alors évidemment, moi j'ai le luxe de pouvoir avoir un iPad et un MacBook. Bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde et je comprends qu'il y a des gens qui soient mécontents du fait que Apple n'ait pas fait un produit hybride comme Microsoft. Mais on a vu les résultats. C'est pas très bon. Donc je pense que le PC classique a un avenir qui n'est plus le PC classique, que ce soit Windows ou Apple. Le PC classique n'est plus le PC. C'est un des ordinateurs personnels, puisqu'il y a les deux autres qui sont la tablette et le smartphone. Et donc, de même que dans l'informatique, il y a toujours des serveurs, il y a toujours des mini-ordinateurs qu'on n'appelle pas mini-ordinateurs, mais qu'on appelle des serveurs, qu'il y a toujours des mainframes qui sont des très grosses super machines pour des usages scientifiques. Il y aura toujours, en tout cas, compte tenu de mon avenir, dans l'avenir que je peux voir, il y aura toujours des PC classiques. Pour clore ce livre des souvenirs, Jean-Louis, si vous êtes d'accord, dernière machine ensemble qu'on va voir ce soir, c'est les portables. Vous êtes l'initiateur des portables chez Apple. Le premier, évidemment, c'était le Macintosh portable. C'était plus un transportable qu'un vrai portable à l'époque, Jean-Louis. Non, c'était une machine très lourde. C'est une machine très lourde et là, c'est un des épisodes où je voulais, je peux le dire maintenant, il y a prescription, 2 ans avant la sortie du Mac portable, je voulais changer, je voulais mettre dehors le responsable du projet. La prescription. Et je voulais confier ce projet-là à Sony. Parce que pour la miniaturisation, je pensais que Sony, parce qu'on avait de très bons rapports avec Sony, et je me suis fait traiter d'anti-américain. Et n'étant pas Steve Jobs, non mais sérieusement. On n'a pas viré le patron du produit, qui était un bon ingénieur, mais incapable de faire ce qu'il fallait faire. Il était bon, mais pas pour ça. Et on n'a pas confié ça à Sony. Souvenez-vous quand même du Duo. Vous vous souvenez du Duo? Le petit portable qu'on mettait dans une station d'accueil. J'ai travaillé dessus. Qui est sorti. Il a été fait par Sony, celui-là. Et donc, le gros portable bien lourd, pour moi, ça a été un chagrin parce que je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Et donc, on a sorti un produit qui était beaucoup trop lourd, ça c'est clair. C'était la Rolls des portables à l'époque, Paul. La version Sony dont parlait Jean-Louis est arrivée quelques années plus tard. Et donc Sony en était l'instigateur. Tu l'as amené ce soir. C'est le PowerBook 100. Oui, il y en a eu pas mal. Apple s'est en effet allié à Sony pour miniaturiser ses portables. Ça a donné le PowerBook 100, il y avait une gamme de 3 portables en fait. Le 100 qui était le plus petit, le plus léger, le lecteur de disquette était externe. Et il y avait le 140 et le 170 qui étaient les portables du dessus, on montait en gamme, avec des écrans un peu plus grands, un lecteur de disquette intégré et une batterie qui tenait un peu plus longtemps. Mais le PowerBook 100 a laissé de très bons souvenirs à ses utilisateurs. Et ensuite, le fils spirituel du PowerBook 100, c'est le Duo, qui était
qui est un peu la mère des ultra portables d'aujourd'hui, avec en fait un très long connecteur, une broche à l'arrière. On ouvrait un rabat et on le mettait dans un dock qui ressemblait à un Mac 2 SI, un peu, un Mac de bureau, et ça devenait une vraie station de travail avec un écran externe et tout. Et ça a été un concept qui a très bien marché puisqu'il y a même eu des duos en PowerPC. De ces années difficiles, de ces années 90 qui ont correspondu au départ de Jean-Louis, on parlera dans une prochaine émission des performats, des machines low-cost chez Apple, jusqu'au retour providentiel de Steve Jobs, ce sera dans une prochaine émission. En attendant, on va dire au revoir à Jean-Louis Gasset. Merci Jean-Louis d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. On vous laisse partir car vous avez, je crois, des obligations. Bonsoir Jean-Louis. Au revoir. Au revoir. Merci Jean-Louis, au revoir. Merci, je vous aurais bien écouté plus longtemps. Et en attendant, nous passons à notre concours. Notre partenaire WD vous offre 2 disques durs MyCloud d'une capacité de 2 Tera en répondant à cette question. MyCloud est-il compatible avec Time Machine d'OS 10 ? Répondez via Twitter en utilisant l'hashtag ORLMWD, sans tirer ORLMWD. Bonne chance. Une autre surprise que nous réserve WD cette semaine, c'est un bon plan. Regardez tout de suite ce jingle. Notre partenaire WD vous réserve à vous et excusez-moi vous qui regardez On refait le Mac un bon plan, une réduction de moins 20% à valoir sur le site wstore.fr, wstore, je répète, .fr. Il vous suffit pour cela de saisir le code ORLM20. ORLM20, cette offre est valable pour une durée d'1 mois sur wdstore.fr. Voilà, c'est l'heure des coups de cœur, enfin. Allez, on commence tout de suite par les coups de cœur et on commence avec Monsieur X. Quel est votre coup de cœur ce soir ? Alors mon coup de cœur, c'est un site internet qui s'appelle canva.com. Donc ça s'écrit comme ça se prononce, canva.com, qui est en bêta mais qui est déjà bien abouti et qui est un site qui propose un service de PAO dans le nuage, in the cloud, comme on dit. Voilà, donc je pense que c'est un bon choix parce qu'on célèbre le Mac et que le Mac est devenu ce qu'il est grâce à la PAO. Et ça, c'est un petit peu l'étape d'après qu'on aurait espéré qu'Apple fasse, plutôt que de nous proposer une version pas sèche de Numbers dans le cloud ou de Pages dans le cloud qui ne me sert pas à grand-chose. Nous avoir proposé un service comme ça, comme Canva, dans le cloud, accessible à tous et gratuit, ça aurait été génial. Allez essayer ce site. Vous pouvez faire à peu près tout ce dont vous avez rêvé de faire en PAO avec votre Mac un jour, sauf que c'est le service qui va le faire pour vous, parce que le principe, comme toutes les solutions assistées, c'est qu'il va vous proposer plein de templates et vous avez simplement à réorganiser les choses. Mais la base d'objets graphiques et de typos est tellement importante que vous pouvez vraiment composer à l'infini. Voilà, donc une vraie découverte. Ce site est super et puis je voudrais remercier la personne qui me l'a signalé, qui s'appelle Miku sur Twitter, que je connais pas, qui est un Français expatrié au Mexique, mais avec qui j'échange pas mal sur Twitter. Merci encore Miku, parce que c'est une vraie découverte pour moi et je l'utilise régulièrement. Donc à découvrir sans plus attendre, canva.com. Merci Monsieur X. Fanny, quel est ton coup de cœur ce soir ? Alors moi, mon coup de cœur, c'est je suis tombée sur une petite vidéo d'un proto de iWatch, un concept en fait qui a été fait par un gars qui s'appelle Todd Hamilton et ça ressemble assez près à ce que j'aimerais bien voir en iWatch. Donc ça ressemble au Fuel Band de Nike dans le format. J'aimerais bien que ce soit un peu plus souple, un peu moins rigide, mais par contre voilà, on a vraiment cet écran qui est comme un écran tactile de iPhone et avec toutes les icônes et un accès à tout un tas d'applis. Et voilà, j'aimerais bien voir arriver ce genre de produit encore même un peu plus abouti. Et je trouve que la vidéo est très bien faite et très jolie. Rodrigo, le spécialiste des coups de cœur, c'est à toi. Oh là là, Olivier, mais j'ai passé presque un mois à vous chercher des coups de cœur. J'ai une liste longue comme le bras, tu vas me donner qu'un seul coup de cœur ? Ouais. Non, pour qu'on y en ait, tu peux en faire plusieurs, allons-y. Mais non. Ah,
Ah, bah alors tu me fais plaisir. Tu sais qu'il y a une boîte absolument délirante qui s'appelle Snapchat qui s'est payé le luxe de refuser une offre de rachat à plus de 3 milliards, qui a relevé des sous sur une valo à 2 milliards. Et en gros, le concept est très simple, Snapchat. Tu envoies une photo, et comme dans Mission Impossible, elle s'auto-détruit au bout de 2 secondes. Ou pas. Ça vaut 3 milliards. Ou Ouais. pas. Merci. Eh ben, il ne fallait que quelques ingénieurs pour se dire « Mais c'est génial, faisons la même chose avec du texte. Je t'envoie un message qui, lui, va s'autodétruire. » Et en fait, tu fais comme dans les petits jeux à gratter. Tu grattes le mot, tu lis le mot, tu passes au mot suivant, le mot d'avant s'efface. Ça s'appelle Confide. Snapchat est utilisé par les jeunes pour se montrer tout nu. Et bien là, c'est pareil, tu peux envoyer des mots doux à ta chérie et tu es sûr qu'une fois qu'elle l'a lu, plus personne ne pourra le lire. Confide. Il se positionne sur le marché des entreprises où on s'envoie des messages entre membres du board ou pour éviter les délits d'initiés. Je pense que ça va trouver un marché beaucoup plus ailleurs. C'est rigolo, non? Non, c'est justement pour le délit d'initié, pour éviter l'enquête judiciaire qui suit. Ah, alors si vous faites un petit peu d'archéologie dans Refait le Mag, vous avez trouvé que je vous avais parlé d'un projet de la brosse à dents Bluetooth il y a très très longtemps. J'étais d'ailleurs sur le plateau avec vous. Eh bien, notre ami Thomas Serval, que nous connaissons tous, a lancé une autre société présentée au CES. Et c'est évidemment la brosse à dents Bluetooth connectée à votre iPhone qui vous dit combien de temps vous devez brosser les dents, vous pouvez mettre toute la famille dessus, et vous envoie une alerte quand votre fils ou votre fille s'est pas brossé les dents pendant les 2 ou 3 minutes réglementaires. Formidable, non? Oui, je trouve pas les mots. 3 milliards de dollars aussi. Ça vaut. Alors, le produit entre 99 et 200 dollars, ça s'appelle écrit un petit peu bizarrement, K-O-L-I-B-R-E-E. Effectivement, on est parti sur le modèle dans lequel on va absolument tout connecter. Bientôt, les pneus connectés chez Michelin, bientôt les rideaux connectés chez moi pour savoir combien il y a de lumière qui passe et si la protection de ma peau va être suffisante ou pas. Je ne sais pas si vous avez vu ce projet qui calcule l'exposition solaire qui est passé au CES. Anyway. Si. Très bien, June. Fabuleux. Pour moi. Internet of Objects, très rigolo. Et allez, j'en ai un dernier. Je pense que ça va faire énormément plaisir et à Cédric et à Monsieur X. Potentiellement également à notre vigie nationale Fanny. Moi, je compte le beurre, ça fait plaisir. Est-ce que vous faites des avions en papier? Et Olivier, il va se faire voir, on est d'accord, c'était ça le... Alors, sur Kickstarter... Alors, regarde. J'ai vu Kickstarter. Mais sur Kickstarter, il y a un mec absolument barré, déjanté. Il s'est dit, moi qui fais des avions en papier, ce qui serait chouette, c'est que je mette un petit moteur sur mon avion en papier, je le clipse dessus, et du coup, je peux contrôler mon avion en papier avec mon iPhone. C'est top, non? Il cherchait 50 000 $, là il est allé à 1 151 000 $. Il a plus de 20 000 personnes qui ont mis de l'argent sur ce projet, et c'est très très rigolo. C'est comment faire voler les avions en papier directement avec son iPhone, avec un petit moteur qui tourne derrière, et avec un petit récepteur Wi-Fi. Et ça s'appelle Power Up 3.0, bien sûr. Qu'on coupe le micro de Rodrigo et qu'on laisse parler Cédric. Ton coup de cœur ce soir, Cédric. C'est un truc, tu sais, c'est un peu comme l'œuvre de Christophe Colomb, c'est un truc tellement simple que tu te dis « Ah non, c'est impossible qu'on n'y ait pas pensé jusque-là ». Et en fait, si. Alors si, ça avait déjà été fait. Bon, bref, on a depuis le début du smartphone une énorme frustration. Je ne vous parle même pas que de l'iPhone, c'est à peu près pareil partout. C'est l'autonomie. On croyait avoir trouvé la solution avec toutes les powerbanks qu'on a maintenant, c'est-à-dire que tout à coup tu as un iPhone et une powerbank aussi grosse que ton iPhone, ce qui est quand même merveilleux, pour te donner un peu plus d'autonomie, pour qu'à 16h tu sois pas, comme je dis souvent, pas comme les grands fauves qui vont boire à 16h avec ta prise et ton câble. Bref, c'est bien, mais le problème c'est que ta powerbank, il faut que tu la recharges à part, tu sais jamais si elle est vraiment chargée ou pas, etc. Au moment où tu en as envie, tu en as besoin, elle n'est pas dans ton sac, 2, elle n'est pas chargée, bref. La solution... En tout cas, le début de solution, il vient de nos amis de Native Union. Native Union, c'est une start-up de Français qui sont à Hong Kong. Ça s'appelle Jump. C'est un câble de rechargement, comme on le voit sur cette vidéo, que tu branches d'un côté sur le courant sur ton Mac et de l'autre côté sur ton iPhone ou ton téléphone Android en micro USB. Et sinon qu'au milieu, il y a une petite batterie.
C'est-à-dire que le dispositif génial. charge ton téléphone, et une fois que ton téléphone est chargé, ça recharge les batteries qui sont à l'intérieur du petit boîtier qu'on voit ici, ce qui te donne, à peu près assez d'autonomie pour rajouter 30% de batterie à ton iPhone, ce qui est pas mal, ça permet de terminer la journée à peu près honorablement. C'est sur Kickstarter, ça coûte une quarantaine de dollars, donc c'est pas très cher. C'est très joli avec les câbles sertis en tissu bicolore, tout ça. Je vous le recommande. Ils ont d'autres designs que vous pouvez aller voir sur leur page Kickstarter, et je pense que ça se soutient d'abord parce que c'est Native Union, c'est ceux qui avaient fait, souviens-toi, les gros combinés téléphoniques qu'on branchait directement sur son iPhone pour faire genre tu viendras jamais d'où je t'appelle. Tu sais, ça faisait un peu Jacques François dans les films des années 70 appelant de sa voiture. Voilà, moi j'aime beaucoup Native Union, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait jusque-là, et ça c'est une chouette bonne idée. Sur Kickstarter, $40, ça s'appelle Jump. Il est toujours chargé puisque quand tu l'utilises comme un câble de recharge, il se recharge tout seul, c'est ça l'histoire. Tu n'as pas besoin de recharger un deuxième device. Et c'est français, monsieur. Et c'est presque français parce qu'ils sont des émigrés à Hong Kong, des évadés fiscaux. Voilà. Bien, merci Cédric. Paul, quel est ton coup de cœur ce soir? Chaque Mac depuis la création. non, on a déjà trop long ce soir. J'en ai deux. Le premier, c'est mo5.com, une association qui a toujours besoin de vous, de vos dons, des machines que vous pouvez lui apporter, même parfois de votre soutien, que ce soit financier ou physique. Donnez de l'argent à mo5.com. Ou des machines. Donnez du temps. Et en fait, non, j'en ai trois. Et le deuxième, c'est une machine dont on n'a pas parlé ce soir, c'est le PowerBop. C'était une machine franco-américaine. C'est le PowerBook qui se connectait au réseau du Bebop pour vous donner Internet partout, n'importe où, n'importe quand. Il y en a eu très très peu. Ah oui, ça c'est sûr. On a eu très peu. Beaucoup. Très peu de réseaux aussi. Du coup, il est très très rare. Et si vous avez un PowerBop, n'hésitez pas. Olivier a promis de s'en servir comme machine principale pendant 2 mois si vous lui en ramenez un. Et le dernier coup de cœur, c'est le livre de Harmut Esslinger, Keep It Simple, The Early Design Years of Apple, où il raconte toute la genèse du langage Snow White qui a marqué Apple jusqu'à la fin des années 90, en tout cas jusqu'au retour de Steve Jobs, et où vous apprendrez énormément de choses sur la conception du Mac 2 et de beaucoup de prototypes qui n'ont malheureusement pas vu le jour. Voilà. Il est très bien ce petit, il est bien, pas tant. On devrait le garder. On devrait le garder, Paul, tu reviens quand tu veux. Parce que c'est un peu le Google, c'est le Google d'Apple. C'est le Wikipédia d'Apple, c'est mieux. Attends, le Mac il est sorti en quelle année? Il y avait combien de RAM déjà? Lequel? Voilà. Alors, mon coup de cœur, si ça vous intéresse, vous le savez, ça nous a demandé beaucoup de travail à la rédaction d'Icriette. C'est le hors-série d'Icriette spécial 30 ans, 180 pages, 14,90 € comme dirait Cédric, même le prix vous fera rire. On en parle du PowerBop, magnifiques images, une magnifique maquette de notre directeur artistique. David Benamo, regardez de magnifiques photos, toute l'histoire, tous les 30 ans du Mac réunis en 180 pages. C'est un collector, il n'y en aura pas pour tout le monde, donc soyez attentifs. D'ailleurs, allez, on vous en offre quelques-uns. Ceux qui n'auront pas la chance de recevoir ce magnifique prix recevront quelques magazines. On vous fait la promesse ce soir, au moins 5 magazines mis en jeu. Le coup de cœur, c'est à l'équipe ici de Victor Image qui nous a aidés à réaliser cette émission, un petit peu improvisée, mais on y est arrivé. Une équipe qui a produit et qui a mis en image un magnifique documentaire qui s'appelle Sur le fil de Darwin, la dernière terre inconnue, qui est sorti en salle le 31 octobre dernier. C'est un magnifique documentaire, je vous conseille d'aller le voir. Il sera disponible bientôt en replay sur les principales plateformes de replay, notamment celle de France Télévisions. C'est l'incroyable aventure de 6 alpinistes français, membres du GMHM. Qu'est-ce que c'est? C'est le groupe militaire de haute montagne basé à Chamonix, qui ont réalisé une première mondiale, figurez-vous, la traversée de la cordillère de Darwin en terre de feu. C'est une exposition extraordinaire, impossible à faire jusque-là, et vous allez voir que l'aventure est belle. Et pour la petite histoire, ils avaient quoi dans la poche? Évidemment, des iPhones. Ah, on est mal barré là. On dit qu'il va falloir accélérer. Soit on accélère, soit on crève de faim. Leur mission, c'est d'expérimenter la maîtrise par l'homme des conditions physiques et climatiques extrêmes en milieu terrestre. Depuis 1976, sur les plus hautes montagnes du monde et dans les déserts glacés de l'Arctique et de l'Antarctique, ils développent leur expertise en se confrontant aux terrains les plus difficiles dans les régions les plus hostiles du globe. Ce 13e jour, nous l'avons baptisé le jour de la punition. On n'aurait pas été cette équipe-là, on serait peut-être resté là-haut, quoi. La cordillère de Darwin, en terre de feu, avait acquis la réputation d'être impossible à traverser. Les récits de ceux qui l'ont affronté lui ont forgé l'aura de l'infranchissable terre inconnue.
quittes ta famille, tu viens pas là pour faire 30 km, tu viens là pour réussir et après tu vas à fond, quoi. Personne n'a trouvé la formule pour réussir cette expédition hors norme. Beaucoup pensaient que c'était impossible. Voilà, on arrive au terme de ce 155e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouverez Cédric dès dimanche sur plein écran. Dimanche 13h10, dans plein écran, on retourne. Bon allez, on fait la tournée des popotes une fois qu'on est à Paris. On va chez De Family, qui est l'un de ces incubateurs, accélérateurs de start-up, pour en voir 3. Je vous recommande une qui s'appelle Advise, qui pourrait révolutionner l'assurance vie en France. Ça a l'air chiant comme ça, mais c'est énormément d'argent. Bien, merci Cédric. Paul, tu reviens quand tu veux. Hein. Je crois que ce soir, tu as gagné tes galons de maréchal. Oui, on va voir, on va essayer d'organiser ça. Mais il va revenir en vrai, c'est ça que tu je comprends sais pas. bien, C'est pas comme à la télé, vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Allez, au revoir maintenant. Non, lui, il va revenir. Bon, écoute, avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Hein. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à son Twitter, vous allez apprendre plein de choses intéressantes. Quant à mes petites caméras de l'autre côté, là-bas, de la mire et de la mosaïque numérique, merci Fanny, merci Monsieur X, merci Rodrigo. À la semaine prochaine. Oui. Et n'oubliez pas la Fanny's Party mardi prochain. Au Hard Rock Café. Hangout sur le Power Bop. Et quant à nous, on se retrouve, si vous êtes d'accord, la semaine prochaine. Au revoir. Ah.